Il est 23 heures, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part ce samedi par visioconférence au 34e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert à Addis Abeba et qui a vu l'élection de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, comme nouveau président de l'Union africaine. Face à des informations annonçant un niveau d'endettement alarmant de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Économie et des Finances rassure, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La gestion de la dette de la Côte d'Ivoire est maîtrisée. Hier, dans la soirée, Laurent Donaf-Legault a tiré sa révérence, ex-président du Conseil économique et social, grande figure de la politique ivoirienne. L'ex-secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est décédé à l'âge de 82 ans. Un grand serviteur de la nation s'en est allé. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part ce samedi par visioconférence au 34e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert à Addis Abeba et qui a vu l'élection de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, comme nouveau président de l'Union africaine. Les travaux de ce sommet ont conduit à la passation de charges entre le président sortant de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi, le président de l'organisation panafricaine. Viviane Haïma. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidence tournante de l'Union africaine pour la période 2021-2022. Ouvert ce samedi 6 février au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le 34e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est déroulé en visioconférence en raison de l'épidémie de la Covid-19. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait via la connexion Internet à ce rendez-vous annuel des chefs d'État du continent. Ce 34e sommet a félicité le président sortant Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud pour la réactivité qu'il a insufflée à l'organisation panafricaine dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sur le continent africain, par la mobilisation des différents pays, ainsi que des partenaires et la création d'une plateforme pour l'acquisition de produits médicaux et des vaccins. Ce 34e sommet va enregistrer le renouvellement de la Commission de l'Union africaine chargée de la mise en œuvre des décisions des chefs d'État et qui est dirigée depuis 4 ans par le président sortant, Moussa Faki Mahamat. La conférence des chefs d'État, l'organe de décision par excellence, a choisi de confier les rênes de l'organisation africaine au président Tshisekedi pour un mandat d'1 an. La conférence des chefs d'État a aussi fait le choix de promouvoir l'identité culturelle africaine comme facteur d'intégration, d'où le choix du thème de l'année 2021-2022, Art, culture et patrimoine. Le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine, Félix Tshisekedi, a fait montre de détermination devant la charge qui lui est confiée. Je tiens à remercier vivement mon prédécesseur, le président Cyril Matamela Ramaphosa, qui, dans des conditions difficiles dues à la pandémie de Covid, a su mobiliser les efforts de tous les pays du continent et des partenaires pour y faire face. Pour cela, je propose qu'il soit le champion du programme de vaccination et de lutte contre la pandémie de Covid-19. J'entends ancrer la thématique de ma présidence de l'Union africaine dans la vision ci-après, une Union africaine au service des peuples. Cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023 de l'agenda 2063 va se décliner autour de 9 piliers stratégiques mieux détaillés dans mon plan d'action. Les arts, la culture et le patrimoine constituent le socle de la renaissance africaine. Ils nous offrent l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. En tant que somme des inventions de l'homme, de ses innovations et de ses combats pour assurer sa survie et son épanouissement,
La culture est effectivement, comme le disait Léopold Sédar Senghor, au commencement et à la fin de toute chose, car elle embrasse tous les domaines de la vie. Au sein du nouveau bureau de la conférence des chefs d'État, le Sénégal occupe le poste de vice-président, l'antichambre pour accéder au fauteuil de président en exercice de l'Union africaine pour l'exercice 2022-2023. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La gestion de la dette de la Côte d'Ivoire est maîtrisée. Des propos du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, en réaction à certaines informations faisant cas d'un niveau d'endettement alarmant pour la Côte d'Ivoire. Les détails avec Adama Koné. La dette ivoirienne. Les données consolidées à fin juin 2020 sont connues et disponibles. Un encours de 10 000 milliards de francs CFA de dette extérieure et de 5 000 milliards de francs CFA de dette intérieure. Bien en deçà des chiffres qui circulent sur le marché noir de l'information. Pour le ministre de l'économie et des finances, c'est une dette intelligemment structurée. Nous recourons d'abord aux ressources, prioritairement aux ressources concessionnelles qui malheureusement de plus en plus se font rares. Après les ressources concessionnelles, nous allons vers les ressources semi-concessionnelles avant d'aller vers les ressources qui sont contractées à des termes commerciaux. Je dois vous dire aujourd'hui que quand on regarde le portefeuille d'endettement de la Côte d'Ivoire, nous avons 73% de notre endettement qui est constitué de prêts semi-concessionnels, 19% prêts concessionnels et seulement 8% à des termes commerciaux. Ça veut dire simplement que la stratégie, elle est très bonne parce que nous ne nous endettons pas pour nous endetter. Nous le faisons avec une stratégie qui permet d'avoir les ressources les moins chères possibles. Le gouvernement fait de la viabilité, de la soutenabilité de cette dette une préoccupation majeure. Nous avons été instruits par son Excellence Monsieur le Président de la République à faire en sorte effectivement que nous continuions de gérer la dette de la façon la plus efficace possible. Nous nous attelons à cela et c'est pour cela que nous avons des instruments de gestion de notre dette. On a une stratégie qui encadre en fait notre politique d'endettement, c'est la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, l'analyse de viabilité de la dette que nous faisons de façon régulière, qui nous permet de suivre l'évolution de notre dette pour voir si elle est soutenable sur le long terme. Et nous attachons du prix également à la question des agents de notation sur les risques pays. Le pays garde ainsi une signature crédible auprès des bailleurs du fonds. En témoigne l'indicateur dette sur PIB estimé à 43% contre une norme communautaire UEMOA de 70%. Nous respectons nos engagements. Je dois vous dire que nous attachons du prix à cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défaut en fait, de paiement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs d'avoir des notations très bonnes au niveau des agences internationales de notation comme Fitch et Moody's, qui nous font un crédit assez important. Et ces crédits sont de nature à permettre justement la facilitation de la mobilisation de ressources auprès des investisseurs. Il est à rappeler que les données de la dette ivoirienne pour fin 2020 sont en traitement selon le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Et troisième titre de ce journal, hier, dans la soirée, Laurent Donafologo a tiré sa révérence, ex-président du Conseil économique et social, grande figure de la politique ivoirienne, l'ex-secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, est décédé à l'âge de 82 ans. Alexis Ouedraogo. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République, vient de saluer. Bon, moi j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes le pilote? J'ai dit, oui, retournez à votre. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Donafologo rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu vieillis pas? Tu as les cheveux noirs? J'ai dit, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Les cheveux blancs nous font boyer. Je ne les ai jamais vus. Laurent Donafologo naît le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord du pays. Grande figure de la politique ivoirienne, cet ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille fut le tout premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin, créé en 1964
avant d'être nommé ministre de l'Information. Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, il fut pendant 4 ans ministre d'État d'Henri Konan Bédié. Laurent Donafologo fut également pendant 10 ans secrétaire général du Parti démocratique, le PDCI-RDA. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, il est nommé à la tête du Conseil économique et social. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Donafologo entretiendra de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses mémoires. Laurent Donafologo est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une infection au coronavirus. Voilà, et je vous invite à présent à suivre ces réactions enregistrées suite à l'annonce de sa disparition. Moi, ça me surprend ce matin du décès de Laurent Donafologo. Il a beaucoup travaillé avec notre père de la nation, Houphouët-Boigny, et vraiment, il a occupé de grands postes en son temps. Et juste à ce jour, vraiment, il est assis tranquillement. Mais aujourd'hui, j'apprends son décès, vraiment, ça me peine un peu. Mais il a beaucoup œuvré pour la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup de choses aux côtés du feu, il a appris beaucoup de choses à ses côtés. Et il est venu au Conseil économique et social. Il a aussi prodigué des conseils à ces jeunes qui sont restés aujourd'hui derrière lui. Vraiment, ça me peine un peu. Cela suscite un grand chagrin parce qu'il a été quelqu'un de bien, il a travaillé au sein du pays et il a fait beaucoup de choses. Et sa mort est vraiment une grande perte. Tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille. Et ce monsieur, c'est un grand homme qui a servi l'État de Côte d'Ivoire. Même tous les enfants le connaissent. C'est un monsieur qui est ouvert. Ce qu'on doit retenir de son passage dans les différents gouvernements, depuis le temps d'Houphouët jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a essayé tant bien que mal de prôner la paix et d'essayer de trouver un point de conciliation au niveau de chaque parti. Ouais, c'est ce que moi je retiens de cet homme d'État. Voilà, à suivre dans nos prochaines éditions, la réaction des partis politiques suite à l'annonce de cette décision décidée des suites d'une infection à la Covid-19. Laurent Donafologo était un grand serviteur de la nation. La Covid-19, elle continue de sévir et il ne faut surtout pas manquer de redoubler de vigilance. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 6 février 2021 272 nouveaux cas de Covid-19 sur, bien sûr, un échantillon prélevé, un échantillon de 2485 échantillons prélevés, soit 10,9% de cas positifs, 108 guéris et 2 décès. À la date du 6 février 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 29 567 cas confirmés, dont 27 773 personnes guéries, 162 décès et 2032 cas actifs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous, de chacune et de chacun. La sensibilisation et la lutte contre la Covid-19 se poursuit et s'intensifie dans le secteur du transport. Un lot de kits sanitaires a été remis aux acteurs du transport terrestre et lagunaire, un don du gouvernement à travers le ministère des Transports afin de circonscrire la propagation des nombres de cas en recrudescence ces dernières semaines. C'est ce que nous rapporte Salima Toudia. 50 000 masques de protection et 100 cartons de gel hydroalcoolique répartis entre acteurs du transport terrestre et lagunaire par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Il faut qu'on redouble d'efforts et que d'ores et déjà, on oblige un peu tous les usagers qui prennent les transports en commun. C'est un appel qu'on lance, qu'ils se procurent un cache-nez, qu'ils continuent, n'est-ce pas, d'utiliser les gels hydroalcooliques et le lavage des mains qui visiblement n'est pas aussi cher que ça. Ces petites observations doivent être faites pour qu'on puisse aussi se protéger et protéger les autres. Le secteur des transports a enregistré 110 milliards de francs CFA de pertes en raison de la crise sanitaire, selon une étude. Le retour aux mesures restrictives, notamment le confinement, n'est pas à leur avantage, d'où l'adhésion à une sensibilisation intensive. Le virus ne se déplace pas, mais c'est les êtres humains qui se déplacent avec le virus.
nous osons croire que la position transversale qu'a le transport dans cette situation aujourd'hui permet que le transport routier soit considéré comme un facteur de propagation de la pandémie. Le geste, il est symbolique certainement, mais le geste, il est important. Il est important parce que tous ceux qui vont donc avoir symboliquement ces masques auront à charge de transmettre aux autres qui sont derrière la nécessité donc de s'équiper personnellement, ne serait-ce que pour protéger sa vie et la vie des autres. La Muga apporte ainsi sa voix à celle d'une vaste sensibilisation déjà entreprise auprès des populations pour le respect des mesures barrières. Un reportage de Salibatou Dia afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 en milieu universitaire et estudiantin. Des kits de protection sanitaire ont été remis par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara, au personnel administratif et aux étudiants du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. Jean-Marc Djadji pour le récit. 100 000 masques de protection, 15 000 gels hydroalcooliques, 7 000 rouleaux de mouchoirs et plus de 420 bouteilles d'eau de Javel et d'autres kits d'hygiène. Ce sont les équipements sanitaires que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, remet aux 6 000 étudiants et 400 agents administratifs du Centre régional des œuvres universitaires CROU A1. Une initiative du ministère de tutelle pour lutter contre la transmission de la Covid-19 sur le campus universitaire. 50 dispositifs de lavage des mains, équipés de distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique, seront installés dans les restaurants et résidences universitaires. Nous sommes animés par un sentiment de gratitude vis-à-vis du président de la République, du gouvernement, de notre ministre de tutelle, pour avoir vraiment bataillé de sorte que nous puissions bénéficier de cet appui budgétaire. C'est dans le cadre donc de la riposte contre la Covid-19 que l'État de Côte d'Ivoire a alloué un budget assez substantiel d'ailleurs au CROU A1. Évidemment, ces étudiants et ces personnels administratifs et techniques sont soulagés, voire heureux, puisque n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte de rebond de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le biais du Centre régional des œuvres universitaires, se dit prêt à développer et à soutenir toute initiative de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Et dans le secteur de l'agriculture, en vue de relever ensemble les défis majeurs de la filière anacarde, les différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus de développement de la filière sont en conclave. Objectif visé, capitaliser toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Noël Gnagno. Le cajou, le combat de la production est désormais un acquis. Tenez, pour la campagne 2020, la production est de plus de 800 000 tonnes. Un record selon les autorités du Conseil coton anacarde. Le nouveau challenge, porter le taux de transformation à 50% contre 10% actuellement, surtout que le marché du cajou est très étroit. Nous avons 2 clients qui absorbent 99% de nos exportations. C'est un risque majeur que nous voulons minimiser en faisant la transformation localement. Face à un tel défi, il faut mettre en place une politique de transformation du cajou audacieuse. D'où la nécessité d'identification des acteurs, identification aussi de leurs avantages comparatifs pour un développement harmonieux de la chaîne des valeurs. Mettre tous les efforts bout à bout afin que la chaîne de valeur de la noix de cajou soit couverte par leur intervention et nous compléter là où nous sommes, j'allais dire, un peu faibles. C'est le lieu d'indiquer que pour la seule année 2020, le secteur de la transformation a fait un bond qualitatif avec 100 000 tonnes de noix brutes transformées, soit une croissance de 12% par rapport à 2019. Et sortons des champs de l'anacarde et intéressons-nous à ce vaste projet baptisé Aquaba City. Après le ministère de la Ville, c'est au tour de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de s'engager pour la réalisation du projet de la ville nouvelle appelé Aquaba City. Une signature de convention a été faite entre la structure promotrice d'Aquaba City et la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agit pour la fêtière des entreprises ivoiriennes de mobiliser les investisseurs à s'intéresser à ce vaste projet. Jean-Marc Djadji. Le projet Ville Nouvelle, Aquaba City, prend de plus en plus forme. Après l'appropriation du projet par le gouvernement, à travers le ministère de la Ville, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui s'engage à accompagner les promoteurs. Une signature de convention entre le promoteur
et la fêtière des entreprises de Côte d'Ivoire. La ville nouvelle Akoba City est en réalité un projet d'investissement, un projet de création d'emplois, un projet pour soutenir l'économie nationale, un projet pour améliorer la qualité de vie de la population ivoirienne en général et la population abidjanaise qui va passer de 6 millions à 10 millions d'ici l'an 2030. Il s'agit pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de mobiliser les investisseurs à s'intéresser au projet Abidjan Ville Nouvelle. Et pour cette initiative, Fama Touré rassure. Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est justement de faire de telle sorte que les opérateurs économiques, quel que soit leur secteur, puissent s'intéresser au projet. C'est une lourde responsabilité pour nous et nous nous sommes engagés, en tout cas à travers ce protocole, à faire de telle sorte que nous puissions contribuer pleinement à la réalisation de cette ville nouvelle, une ville durable. Le projet Akoba City consiste en la réalisation d'une ville nouvelle avec des commodités très modernes. Cette nouvelle ville sera bâtie dans la commune d'Anyama sur une superficie de 14 000 hectares déjà en cours de mise en œuvre. À Zouenoula, le ministre Adama Koné, émissaire du président de la République Alassane Ouattara, a échangé avec les populations sur la paix et la cohésion sociale, gage de développement. Le reportage de Kouadio Kwame de la station de RTI Boaké. Adama Koné, ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières, natif de la région de la Maraoué, émissaire du président de la République, s'est entretenu avec les populations de Zouenoula. Non seulement pour leur dire merci pour la bonne tenue de la visite d'État de l'élection présidentielle dans la Maraoué, mais également pour parler de paix et de cohésion sociale sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Adama Koné a appelé les populations de Zouenoula à des élections législatives apaisées. Dans l'histoire de la Maraoué, il y a eu un très grand score ici. Donc au nom du président, nous sommes venus leur dire merci pour ce soutien et pour ce vote. Et nous avons profité de l'occasion pour leur passer le message de la cohésion, de la stabilité et de la paix. Ce sont des valeurs qui sont chères au président de la République parce que la Maraoué est reconnue pour son vivre ensemble. Parce que c'est une région où il y a une population cosmopolite et ça ne date pas d'aujourd'hui. Message bien perçu par les hôtes du ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Le président de la République, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux femmes, qui pense beaucoup à sa population. Donc ce message-là, ça ne nous étonne pas. Aujourd'hui, Zouenoula est plus que satisfait et vu même les promesses qui ont été faites à Zouenoula, donc nous mettrons tout en œuvre pour que vraiment le président soit content de la ville de Zouenoula, pour que Zouenoula ait tout ce qui lui a été promis. Avant de prendre congé de la population de Zouenoula dans toute sa composante, le ministre Adama Koné a annoncé le démarrage de plusieurs travaux dans la région de la Maraoué, notamment le lancement d'un programme d'électrification, d'adduction en eau potable et de réhabilitation de pompes à motricité humaine, la construction des châteaux d'eau ainsi que le programme de développement routier de la Maraoué. Des engagements du chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la région de la Maraoué. Parlons de culture à présent et de vernissage. Depuis décembre 2020, le concept pièce unique créé par le peintre Jacob Leu permet à plusieurs artistes et créateurs d'avoir un espace d'expression pour la visibilité de leur art. Une nouvelle exposition dans le même concept a eu lieu ce vendredi, hier donc. Ce concept met en lumière un artiste peintre et un designer des toiles et des pièces montées soumises à l'appréciation des connaisseurs. Lieu de ce vernissage, Cocody, Fondation Bénédicte Janine Kakou. Diago, Franck Quadio. C'est un espace dédié à la culture. Nous sommes à pièce unique et la soirée est particulière. Férus et amoureux de l'art découvrent des techniques artistiques, le design basé sur les matériaux locaux de César Dogbo et l'acrylique et goudron sur toile. Mambois qui s'inspire des enfants de la rue. Donc lui, ses œuvres, il essaie de mettre en évidence, mettre en lumière ces enfants-là que nous ignorons souvent. Donc il travaille d'abord sur du carton, qui représente en général le matelas ou la natte de ces enfants-là. Après, nous avons les fonds noirs, donc qui donnent l'impression du goudron, parce qu'ils sont dans la rue. Et puis après, il a des couleurs d'espoir, donc des couleurs lumineuses. L'originalité dans la démarche,
la chose la mieux partagée pour les deux artistes. Mieux le design, par exemple, qui en plus de l'agréable se donne pour mission répondre à une nécessité. De faire avec ce qu'on a. Parce que très souvent, les gens ils te disent, bon, c'est un peu difficile, on n'a pas l'argent, on n'a pas ça. Mais à côté de toi, il y a une corde qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de fer qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de bois qui traîne. Okay? Avec ça, déjà, on peut faire des choses. C'est une façon de voir les choses, c'est une philosophie, tu vois, non, pour que le design soit accessible. Et c'est justement ce qu'encouragent les promoteurs de cet espace, notamment la Fondation Bénédicte Jeanne Kakoudiagou. L'exposition est un creuset de valorisation du talent. Nous avons 22 pièces, dont 6 pièces design, mais chaque pièce est unique. Puis nous avons 16 peintures que nous pouvons retrouver à la Fondation BJKD jusqu'au 28 février. Donc l'exposition va durer pratiquement un mois. Visiteurs, amateurs et étudiants, un regard multiforme à cette exposition. Il a une manière un peu particulière, un peu spéciale de peindre cette toile. Mais en tout cas, c'est beau. Pièce unique, c'est aussi un canevas pour d'éventuelles rencontres et activités artistiques diverses. Et l'Office national du cinéma en Côte d'Ivoire a fait une importante annonce, celle de la création d'un musée et d'une médiathèque, ainsi que l'acquisition de matériel de pointe pour le tournage de films. Annonce faite à son siège 6 à Angré, 7e tranche, en présence de professionnels du secteur du cinéma. Le récit de Issa Chonoyeo. L'ONACCI, Office national du cinéma en Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour faire du 7e art ivoirien un secteur porteur et rentable. Une rencontre est donc organisée avec les acteurs du cinéma. Au menu, la création d'un musée de cinéma, d'une médiathèque et l'acquisition de matériel de pointe de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous allons essayer d'accompagner. Tous les cinéastes n'ont pas les moyens pour louer du matériel et c'est la manière pour le gouvernement d'accompagner donc ce secteur, ce qui va d'ailleurs nécessiter des vocations. Vous avez des jeunes qui s'intéressent au cinéma, mais pour y être, il faut réaliser des films. Ben, ceux-là qui n'ont pas les gros moyens, nous allons les accompagner. Voilà un peu la priorité pour nous pour le moment. Une chose est de tourner des films, une autre est de les rendre accessibles au public à travers des projections dans des salles de cinéma. Or, en la matière, un déficit des salles de projection existe en Côte d'Ivoire. L'ONACCI promet d'y remédier. Ce, à la grande satisfaction des professionnels de ce secteur. Sans salle de cinéma, ils vivront comment? C'est ça la réalité. Nous espérons très sincèrement que la confirmation des moyens en cours, je dirais même déjà obtenus, puisse réhabiliter les salles citées. Quant au tournage des films, la Côte d'Ivoire dispose de matériel de dernière génération. Une nouvelle qui réjouit les cinéastes impatients de savoir les modalités de son utilisation. Le directeur de l'ONACCI vient de nous dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour booster le cinéma. Mais nous, on attend de voir, puisque bon, on a parlé de nouveaux matériels qui est arrivé, l'appui et tout cela. Quand un cinéaste fait un budget de 1 milliard, 2 milliards de tournage, les 70% vont dans le matériel. Et c'est ce qui fait que nous, les acteurs, on n'a rien. Parce qu'on ne peut pas nous payer à notre hauteur. Parce que le matériel prend tout. Mais si la Côte d'Ivoire a du matériel, je tire mon chapeau. La formation des professionnels à l'écriture scénaristique, la construction d'une cité du cinéma, la poursuite de l'appui à la promotion cinématographique par le biais du FONSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, font partie des perspectives de l'ONACCI pour les cinéastes ivoiriens. Bonne nouvelle donc pour les cinéastes. Et puis un peu de sport. Hier vendredi au stade de la haute fréquence de la RTI, 2 équipes étaient opposées dans le cadre du tournoi de football de la mutuelle des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'équipe de la Geste aussi opposée à celle d'Abidjan City. La formation de l'ancien académicien Nemarco s'est imposée 1-0 à l'équipe de la Geste aussi. L'équipe de la RTI a disposé de la formation d'Ayoka Unité 1-0. Le résumé de Arsène Kouassi et de Patrick Dadier. Ambiance de grand jour au stade de la haute fréquence de la RTI. Et pour cause, la finale du tournoi de la mutuelle des agents de la RTI, Musati, s'y déroule. Après la phase à élimination directe, 2 équipes se sont hissées en finale. Il s'agit
de la formation d'Abidjan City en bleu et jaune, opposée à celle de la Geste aussi. Bien entrée dans le match, l'équipe des pétroliers s'offre de multiples occasions à l'image de la tentative de Ben Kader qui trouve le montant droit du gardien. À force de manquer les opportunités, ils finissent par se faire punir sur un penalty parfaitement transformé par Bamba Diomandé. Un avantage que les Citizens préservent jalousement jusqu'à la fin de la partie. Grâce à ce succès étriqué, Abidjan City s'adjuge la compétition de la Musati, dotée du trophée Fosseni Dambélé. Nous avons assisté à un match où il y avait la technique d'Abidjan City face au physique des pétroliers. Et je crois qu'Abidjan City a fini par les avoir à l'usure. Une première sortie sportive, je pense que le pari est gagné. Le ministère de la Santé se réjouit d'être associé à un tel événement. Nous avons assisté à une belle prestation qui a vu Abidjan City FC l'emporter. Dans la petite finale, l'équipe de la RTI en vert s'est imposée sur la plus petite marque à l'Académie Ayoka Unité. L'unique but de Christian Douyou sur pénalty en seconde période a suffi au bonheur des hommes de la Maison Bleue qui terminent 3e du tournoi de la mutuelle des agents de la RTI. Et sur ces mots de sport, cette édition referme ses pages. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.